On va avoir trois visions sur cette question de qu'est-ce qui se passe, comment ça arrive, ces phénomènes, et bien sûr, cette question, comment arrivent ces phénomènes, sont liés à des questions plus larges sur notre conception de la réalité, du monde objectif. La première présentation va être de Peter Bansal, qui est physicien et qui travaille avec l'IMI depuis un certain nombre d'années, et qui va nous présenter un petit peu comment la physique, on peut dire les liens naturels ou un peu forcés qui existent actuellement entre la mécanique quantique et la parapsychologie. Peter? J'ai été donné comme thème psy et mécanique quantique dans 20 minutes, donc c'est pas possible. Donc on ne va pas souffrir. Je vais juste vous donner quelques idées, et c'est plutôt mes impressions personnelles, mes idées personnelles. Au lieu de faire un cours sur la mécanique quantique et le psy, je vais juste vous parler un petit peu de pourquoi moi, en tant que physicien, m'intéresse au psy et pourquoi je pense que peut-être la physique peut aider ou être intéressée par le psy et vice-versa. Et quand je réfléchis aux choses comme ça, j'ai tendance à commencer vraiment très très simple et poser des bases. Donc en premier, je vais dire que en fait, la physique devrait s'intéresser au psy parce que le psy se passe dans le monde, au moins en partie. Ça se passe dans notre espace-temps et la physique prétend s'en occuper de ça et expliquer les phénomènes. Donc la physique devrait au moins jeter un coup d'œil. Et pour le psy, parce que la physique a des théories élaborées pour les phénomènes qui se passent dans le monde, le psy peut poser la question à la physique, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et il peut y avoir plusieurs possibilités ou réponses par rapport à ça. On peut peut-être arriver à bâtir une théorie de psy à partir de la physique, complètement ou en partie, ou peut-être on va se convaincre qu'il est impossible, en fait, de traiter le psy avec la physique. Ça, c'est une autre possibilité. Ça sera bien si on pouvait se convaincre que, en fait, la physique et le psy n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça sera intéressant. Mais une troisième possibilité, c'est cette possibilité qui m'intéresse moi le plus, c'est que parce que la physique, en fait, et surtout la mécanique quantique, traite des problèmes très très bizarres et très très complexes, il se peut que juste en regardant dans la physique, on peut trouver des idées pour comment procéder. Pas forcément utiliser la physique, mais la physique peut apporter quelques tuyaux. Une autre raison pour laquelle la physique est intéressante, c'est que la physique, pendant l'histoire, au fil des siècles, est assez bien à faire des révolutions. Donc il y avait la révolution Copernic, comment on dit en français? On a un cours, c'est formidable. Il y avait la révolution de la relativité d'Einstein, restreinte générale, et bien sûr mécanique quantique. Et ce n'étaient pas des choses qui sont tombées juste comme ça. En fait, il y avait une sorte de procédé, une façon de travailler pour arriver à un point où la physique va dire il y a certaines choses de base qu'on comprend du monde qu'il faut laisser tomber et échanger avec des autres principes ou points de vue sur le monde complètement différents. Et parce que la physique sait faire ce processus, cette transformation intérieure, on peut peut-être apprendre de la physique de comment faire face à un tel problème comme le psy. Ce qui, il me semble bien, va nous obliger à changer notre regard sur le monde, une fois qu'on a un peu plus d'explications. Une autre raison pour laquelle la physique et la mécanique quantique peut nous éclairer un petit peu
sur le psi, c'est que dans la mécanique quantique, je peux dire c'est la théorie en physique où on s'approche le plus à la conscience. Dans la mécanique quantique, on aborde au moins un petit peu la question de quelle est la place de la conscience. C'est un petit peu à l'écart, mais cette idée, elle est présente. Et il est absolument clair que la conscience fait partie de ce qui se passe dans le psi. Donc là, c'est une autre similarité entre ce qui se passe en psy et en physique. Mais ce que je veux faire pour le reste de cette petite présentation, c'est de parler d'un quatrième volet, ce qui est que, en fait, si on regarde les phénomènes en mécanique quantique et les phénomènes en psy, il y a des similarités qui laissent penser que ça sera bien au moins de creuser un peu plus dans la mécanique quantique pour voir il y a vraiment une possibilité de construire une partie d'une théorie à partir de ça, tout simplement parce qu'il y a des similarités entre des phénomènes différents qu'on trouve de chaque côté. Donc la question, c'est que, en fait, est-ce que ce qui se passe en physique, ces phénomènes miroirs, est-ce que ça indique qu'il y a un lien vraiment profond? Est-ce que la physique est un sorte de psy sous-jacent du monde? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Et aussi, dans beaucoup de formulations en mécanique quantique, on voit qu'il y a un fort accent de formuler, voir les choses comme soit des transferts ou des corrélations d'informations pures. Et dans le psy, très souvent, donc vous venez de faire une expérience où vous étiez en train de chercher une certaine information sur quelque chose, mais une information qui était cachée et isolée des cinq sens. Il fallait trouver ça dans sa conscience, mais aussi en physique, il y a une façon de comprendre la physique et la mécanique quantique comme une sorte de théorie d'information. Donc pour toutes ces raisons, c'est intéressant de creuser un petit peu plus. Et donc je vais donner très rapidement 3 exemples des phénomènes en physique qui semblent être un petit peu psi-like, un petit peu psychique. Donc je commence avec la dualité particule-onde. Donc je crois que probablement une grande partie de vous sont familiers avec ça. Donc les ondes, donc on sait ce que c'est, les physiciens aussi. Il y a bien des théories en physique qui donnent une description de la forme et la dynamique des ondes. Souvent, quand il s'agit en physique, on rend des choses très très simples pour mieux les comprendre. Donc ici, c'est un exemple d'un onde droit qui bute contre une petite fente, et ça montre cet effet de diffusion qui est classique. Quand on a des ondes, on a ces effets. Donc c'est un phénomène qui est très, très connu pour la physique des ondes. Ce qui est surprenant, c'est le premier jour de sa classe de mécanique quantique à l'école, on entend parler que ce genre de diffusion s'apparaît aussi pour les particules, ce qui semble un petit peu étrange, mais dans la deuxième semaine, on montre que en fait, la trajectoire des particules est décrite par une équation qui est formulée pour les ondes. Donc, peut-être ça se passe comme ça. Mais les choses deviennent un petit peu plus bizarres quand on essaie de faire une expérience qui va démontrer que la particule se transforme en onde. Et ça se passe de manière suivante. On peut vérifier que la particule ne passe pas juste par la fente comme ça, mais se diffuse en mettant des détecteurs tout autour.
Et puis on peut faire passer des particules. Et ce qu'on attend, c'est qu'on a un signal, on détecte un petit peu partout les particules. Et c'est ça ce qu'on trouve. Mais les choses deviennent un petit peu plus complexes si on raffine l'expérience et au lieu de juste passer plein de particules, on les passe une par une. Donc c'est ça qu'on peut imaginer pour cette image. Et si on fait ça, la surprise, c'est que une par une, au lieu de trouver que la particule se diffuse partout, elle tombe uniquement dans un seul détecteur entier. Et si on le fait de nouveau, elle se tombe ailleurs, mais entier dans un autre détecteur, et ainsi de suite. Et comment ça peut se faire? Si ça diffuse comme ça, mais quand j'essaie de l'attraper, de le détecter, il est toujours quelque part entier et pas diffusé comme c'était décrit par les ondes. Et pour les physiciens, ça c'est en fait assez bizarre. Et j'ai cherché un petit exemple dans la vie réelle pour montrer à quel point c'est vraiment consternant. Imaginons que nous sommes dans un restaurant à Paris, il y a un gâteau pour les physiciens qui ont un banquet à la fin de leur congrès et ils ont décidé qu'ils vont préparer les parts du gâteau pour tous les physiciens pour le dessert à la fin et on va les présenter à toutes les tables au même moment par les serveurs et enlever le couvercle pour étonner les physiciens avec les bons gâteaux de Paris. Donc mais le petit couac, c'est que le pâtissier ne savait pas qu'un petit peu dans la chaîne alimentaire qui n'était pas très bien contrôlée, il y a un peu de beurre quantique qui est entré dans sa sauce. Donc en fait, le gâteau c'est quantique pour cette raison. Et donc, quand les serveurs soulèvent les couvercles, ce qui se passe, c'est ça. C'est que toutes les assiettes sont vides, mais il y a juste un seul. Donc le petit pâtissier, ça c'est du jamais vu pour lui, et il est étonné. Et c'est pareil pour les physiciens quand ils pensent à cette expérience. Comment ça se fait que toutes les assiettes se sont organisées entre eux pour savoir qui a le gâteau? Donc pour les physiciens, c'est de jamais vu, c'est de déjà vu, mais c'est aussi étonnant que c'est pour le pâtissier. Après, donc ça c'est en fait, on peut même arrêter là, parce que ça montre bien que dans la mécanique quantique, on a déjà une sorte des phénomènes qui sont non locaux, qui se passent dans un instant partout, et qui, c'est pas exactement ça, mais ça, c'est presque comme il y a une sorte de connivence, de communication entre les assiettes. Si le pauvre pâtissier refait la même manip pour le prochain banquet, ça sera la même chose, mais peut-être le gâteau, ça sera ici. Voilà. Mais il y a un autre phénomène aussi qui est plus subtil, qui est encore plus pertinent pour le psy. Et ça, c'est l'intrication. Et je vais juste vous montrer un petit peu de comment ça se présente. C'est assez compliqué vraiment à entrer dans les détails, donc on ne va pas faire ça. Mais je vous donne juste une petite idée. Et il s'agit maintenant au lieu d'avoir juste une seule particule, on a deux. Et dans une intrication, ça veut dire que les deux particules sont mêlées. Et il y a une condition pour avoir une intrication, ce qui est la suivante. C'est qu'il y a des propriétés, imaginez, des particules qui sont définies uniquement globalement pour la paire des particules. Et on ne sait rien individuellement de chacun. Je vous donne un exemple. Mes deux particules intriquées, ils ont une couleur. En fait, c'est la couleur qui est intriquée entre eux. Et ils ont tous les deux une couleur brun,
brune, ce qui est composé en fait de deux couleurs opposées, rouge et vert. Si on mélange rouge et vert, on a le brun. Et maintenant, on peut les intriquer comme ça. On sait qu'ensemble, c'est une couleur brune. Et si je les sépare, je peux maintenant essayer de détecter quelle couleur pour chaque particule, parce qu'il est dans un état où il mélange les deux. Et donc, je peux détecter soit le vert ou le rouge. Et ce que je vais trouver, si je fais cette expérience avec des couleurs intriquées, parce que j'ai préparé le système que ce soit cette couleur globalement, si je détecte un rouge ici, je sais que ça doit être vert par là, parce que c'est vert et rouge ensemble qui fait que globalement, ça a cette couleur. Et donc ça, c'est l'intrication. La chose qui est un petit peu curieuse dans le mécanique quantique, c'est que cette paire de couleurs opposées, je peux choisir une autre paire. Donc, j'aurai la même couleur si je mélange le violet et le jaune. Donc, je peux faire mon expérience comme ça. J'ai fait la même préparation ici, mais j'ai changé les détecteurs et au lieu de rouge et vert, maintenant j'ai ces deux couleurs-là. Un petit peu le même résultat. Si j'ai jaune là, j'ai violet là. Si j'ai jaune là, j'ai violet ici. Donc les physiciens, ils aiment bien compliquer les choses, compliquer la vie, parce que des fois, c'est comme ça qu'on peut trouver des surprises. Et donc, une troisième possibilité pour une expérience comme ça, c'est de prendre d'un côté des détecteurs violets et jaunes, mais ici, c'est des détecteurs rouges et verts. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, si on fait l'expérience, les choses se passent normalement de chaque côté. Là, j'ai le jaune, par exemple, et le vert là, mais quelque chose a passé par rapport à ce qui est l'état à l'intérieur. Si je fais ça à répétition, et donc là, il faut rentrer dans les données et tout ça, mais je vous dis qu'on a des résultats qui semblent de chaque côté être assez normal pour ce côté et pour ce côté, mais quand je regarde entre les deux, je vois que j'ai des subtiles corrélations. J'ai subtiles corrélations inexpliquées, et c'est là en fait où il y a une source de possibilité de trouver des similitudes entre les deux ailes de cette expérience qui ne sont pas attendues. Qu'est-ce que je veux dire par corrélation inexpliquée? Je veux dire deux choses. Une chose, c'est que les décisions que je prends de mettre cet détecteur ou l'autre des deux côtés semblent être en communication l'un avec les autres. C'est comme ça que je pense pouvoir avoir ces corrélations. Mais en même temps, j'arrange l'expérience que c'est impossible d'avoir une telle communication. Donc, ça semble qu'il y a un effet qui est impossible, tout comme, par exemple, la télépathie, où j'ai une corrélation entre l'information dans la tête d'une personne et une autre personne à distance. Et donc, on a bien, en mécanique quantique, des phénomènes qui semblent faire miroir à des réels phénomènes en psy qu'on étudie. On peut faire la même manip au restaurant, et je vais vous montrer ça, et ça sera bon. Donc, le pâtissier, maintenant, il aime bien cuisiner avec le beurre quantique, et il a entendu parler de l'intrication, et donc il a inventé une recette, ce qui attire les clients parce que les clients trouvent que c'est marrant. Mais pour cette recette, il faut venir au restaurant 2 à 2. Il faut venir au restaurant 2 à 2 et il faut jouer le jeu. Et donc le jeu, c'est que vous venez avec un ami, mais vous avez des tables séparées. Et au moment du dessert, chacun va choisir soit un gâteau au chocolat ou une tarte au citron, un sorbet au citron.
Et la surprise, ce qui est aussi un petit peu subtil, mais si on réfléchit après, on voit que c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Chaque personne, un des deux, va recevoir le dessert qu'il a commandé. Mais ce qui se passe, après, si on retourne au restaurant, on voit que, quoi que je fasse, je vois que mon ami choisit l'opposé de moi. Donc, si moi je choisis sorbet, lui c'est gâteau au chocolat. Et c'est toujours comme ça à chaque fois. Même si j'essaie vraiment, j'insiste sur le sorbet, je trouve que, honnêtement, mon ami de l'autre côté va trouver pareil. Donc, ce sont des choses qui semblent comme presque des synchronicités. Et ça, c'est exactement comme se passe dans les corrélations de l'intrication. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain miroir. Ça m'intrigue. Ça intrigue des autres physiciens. Et c'est pour ça qu'on essaye de à la fois mieux comprendre la mécanique quantique et voir si ces miroirs, effets miroirs avec le psi, peut nous aider, si le mécanique quantique peut nous aider à comprendre ces effets miroirs. Et je vous remercie. Merci. Hugo, pour en revenir à la problématique de l'apprentissage, je pense que finalement on a une vue qui est faussée par la notion même de l'apprentissage, de l'effort d'apprentissage, et ça nous pousse à oublier finalement les conditions d'apparition de ces expériences extraordinaires. D'ailleurs, pour une bonne partie d'entre elles, elles tombent sur la personne. Je veux dire, il n'y a pas une recherche dans passablement de premières expériences. Ça se produit. Et en revanche, je pense que l'on peut faire un travail extrêmement intéressant sur l'amélioration des conditions d'apparition. Un exemple, notre expérience de remote viewing, je pense que se fait dans les pires conditions possibles, puisqu'on est en groupe, on est dans une salle, il fait chaud, on ne maîtrise pas la ventilation, enfin des choses très basiques. Et en améliorant ces conditions, on doit parfaitement arriver à améliorer l'accès à ces expériences extraordinaires, l'accès à un phénomène de transe aussi. Les techniques d'accès au phénomène de transe seraient aussi des sujets à explorer. Oui, d'accord. Je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a les conditions, il y a peut-être l'entraînement, mais s'il s'agit de s'entraîner, en partie, c'est une question de lâcher prise et de unlearn. Déconditionnement, désapprendre. Oui, désapprendre certaines choses. Et l'exemple de la synchronicité, que dès qu'on pense qu'on peut jouer avec la synchronicité, elles apparaissent de plus en plus, ça c'est vrai. Et donc ça c'est aussi une façon de désapprendre les habitudes qui bloquent. Donc c'est peut-être il y a un côté vrai qu'il y a quelque chose de développé, mais il y a aussi les blocages à être sensible aux blocages, les identifier et les dissoudre.